Moi, je trouve que ce métier est facile. J'ai des copains qui sont à l'usine, qui se lèvent à 4 heures et qui font des trucs vraiment pas intéressants. Quand on écrit du contenu pour des professionnels, vivre ce qu'ils vivent à l'heure actuelle, c'est très important parce qu'on peut avoir fait ce métier longtemps, mais les méthodes ont changé. D'ailleurs, il y a 20 ans, on faisait pas comme ça. Puis dans 10 ans, on fera autrement. Et tant mieux d'ailleurs. Moi, j'aime négocier, j'aime vendre, j'aime convaincre un client de travailler avec moi en exclusivité alors qu'il voulait pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc à partir de là, je fais ce qui me plaît. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Reconversion produit par le Studio 29. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Cartier, véritable couteau suisse de l'immobilier. Agent immobilier, coach, formateur et animateur du podcast Romain en aparté, Romain partage plus de 30 ans d'expérience et de passion. De ses débuts à l'émission Recherche appartement ou maison, à ses conférences et formations à travers la France, il inspire les professionnels du secteur. Prépare-toi à découvrir son parcours et ses conseils précieux. Salut Romain. Salut Julien. Très heureux de t'accueillir dans mon podcast Objectif Reconversion. Merci de me recevoir, merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'est toi qui m'avais reçu il y a quelques mois sur ton podcast à toi en aparté avec Radio Imo. Ce que je vais faire, c'est que je te laisse te présenter rapidement pour que les gens qui ne te connaissent pas comprennent qui tu es, et puis après on va rétro-pédaler et voir un peu ton parcours. Ok, moi je m'appelle Romain Cartier, je suis Dijonnais, je suis bourguignon d'origine et je vis toujours en Bourgogne, même si aujourd'hui je fais un peu le tour de France, voire d'Europe. J'ai un parcours qui est très marqué immobilier en fait. Voilà, depuis l'âge de 19 ans, j'ai été déjà intégré comme conseiller immobilier pendant pas mal d'années. Et puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'opportunité de faire plusieurs métiers, toujours liés au métier de l'immobilier, mais avec des variantes. Voilà. Donc, il y a à la fois un gros pack sur la partie formation et accompagnement des professionnels partout en France, que ce soit sur vraiment la partie technique du métier ou plus managérial, recrutement, voire marketing. Pas mal de contenu voilà, pour différents supports, pour différents réseaux, et puis aussi une partie un peu plus média sur laquelle j'exerce depuis un peu plus de 10 ans. Donc voilà, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Ça, c'est déjà aujourd'hui un vrai bonheur, faut le souligner. Ouais, c'est très bien, et puis ça permet aussi, t'as pu justement avoir pas mal de variantes et pas mal de cordes à ton arc, ce qui permet de pas t'ennuyer dans un domaine. Mais c'est justement pour ça que je voulais que tu participes aujourd'hui à Objectif Reconversion. C'est que pour moi, l'immobilier est l'un des secteurs numéro 1 de la reconversion, et qu'il n'est pas destiné qu'à un seul métier. C'est qu'on peut évoluer, on peut faire beaucoup de choses dans ce métier-là. Explique-nous un petit peu ton parcours scolaire à l'origine. En off, tu m'as dit que c'était chaotique. Ouais, très rapidement, l'école, c'est compliqué pour moi. J'ai du mal à m'intégrer. Je suis un très grand timide à l'époque, vraiment. Donc, j'ai du mal à m'exprimer comme il faut. Et puis, je suis pas à l'aise à l'école. Je suis en dessous. Je sens que je m'ennuie très rapidement. J'arrive pas à trouver ma voie. Et à l'âge de 17, 18 ans, je découvre les métiers de la vente en fait, et là c'est une révélation. Là je m'éclate parce que je trouve que ce métier est fait d'ouverture, de rencontres, d'opportunités. Je commence à m'affirmer un peu plus, je vais au devant des gens, et puis très rapidement à l'âge de 18 ans je me suis dit tiens, il faut que je trouve un job d'été, et pourquoi pas l'immobilier. J'en entendais parler, donc après le bac je m'oriente sur des études un peu courtes, BTS. À l'époque c'était vraiment des BTS qui se faisaient en alternance, mais c'était les tout premiers, c'était il y a un peu plus de 30 ans, et du coup j'intègre en ayant fait le tour d'à peu près 90 agences, j'ai une agence qui me fait confiance et qui me fait travailler l'été. Et à l'époque, je faisais que de la pige, en fait, pour les négociateurs qui étaient en place. Donc moi, je savais pas ce que c'était, j'avais pas d'a priori, j'étais content. Mes copains allaient travailler dans des endroits qui étaient pas top, et moi, je trouvais ça plutôt bien. L'univers, en tout cas, d'immobilier, ça m'évoquait un truc presque prestige, alors qu'en fait, c'était pas le cas, mais je trouvais ça cool d'être dans un bureau et puis de pouvoir avoir l'opportunité de suivre certains collaborateurs. Donc pendant 2 mois, je ne fais que de la pige. Je trouve l'exercice assez simple. Je vois pas ce qui est compliqué. Dans le pire des cas, on nous dit non, mais je trouve ça facile. Je découpe, à l'époque, il n'y a pas Internet, donc je découpe les annonces, je les colle dans les cahiers des négociateurs, et puis après, ils vont en rendez-vous. Et du coup, à l'époque, eh bien, la gérante me propose d'intégrer l'agence pour réaliser mon alternance. Donc l'aventure, elle démarre vraiment ici, quand je deviens alternant. Voilà. Ouais, ça se fait naturellement. C'est quelque chose qui a été tout de suite évident pour toi. Voilà, c'est ça, c'est le mot. C'est tout de suite évident. Je me suis trouvé à ma place. J'ai aimé ce contact, j'ai aimé ce rapport parce que c'était de l'immobilier, mais voilà, il y avait des gens qui avaient un vrai projet, c'était vendre ou acheter. Et puis j'ai beaucoup de chance parce qu'à l'époque, je suis très jeune, mais on me fait confiance. C'est-à-dire qu'on me laisse aller sur des rendez-vous d'estimation, de visite. Donc voilà, je trouve l'exercice parfait. Et comment tu surpasses, parce que tu dis qu'au début on te fait rentrer par la pige. Pour préciser un peu, la pige, c'est en gros, grosso modo, si on va appeler des propriétaires qui veulent pas forcément passer par une agence, c'est ça. qui veulent peut-être même pas du tout d'agence. Donc il y a cet a priori là, agence propriétaire.
tu le dis, tu es un peu timide à l'origine. Comment justement tu franchis cette barrière qui est pas toujours évidente à franchir? Je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'ai aucun a priori. Moi, je trouve que ce métier est facile. J'ai des copains qui sont à l'usine, qui se lèvent à 4 heures et qui font des trucs vraiment pas intéressants. Moi, je trouve que le confort est dingue. Donc, en fait, effectivement, j'appelle une liste de propriétaires. Certains me disent non, mais pas tant que ça. Je leur propose juste un rendez-vous dans un premier temps. J'ai un discours que je rôde un peu tout seul. Et puis, comme je ne fais que ça, finalement, ça permet de s'améliorer tout le temps. Donc, du coup, j'ai pris mes marques par rapport à ça, et c'est là où j'ai pris un ancrage un peu plus fort justement sur ma conviction de se dire si je l'ai fait une fois, je peux le faire une autre fois, mais je peux peut-être le faire mieux. Donc je travaille mes éléments de langage, je regarde un peu comment je peux contrer les objections que je peux avoir, et je trouve que l'exercice est super intéressant, et j'apprends bien plus tard qu'en fait quand on arrive à dominer un peu l'esprit prospection, le reste, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est presque une balade. Ça découle. Voilà, ça découle de tout ça. Voilà. Et comment t'évolues justement? Donc là tu rentres en alternance, ça se passe bien. Ça se passe bien, je fais mes rendez-vous, on me laisse agir. Voilà, les études se terminent très rapidement. 2 ans après, j'intègre l'agence en tant que conseiller immobilier. Et là, c'est là où l'aventure professionnelle démarre, où j'ai une vraie vision de vouloir être différent sur l'approche client, sur le suivi. Mais malgré tout, je suis encore un peu réservé. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées, mais j'ose pas les mettre sur la table. Okay. Alors, j'ai un inconvénient, c'est que je démarre très jeune dans ce métier, et en plus, j'ai l'air d'un gamin. Moi, à 20 ans, j'en fais 12. Donc, en fait, au niveau crédibilité avec les clients, c'est pas toujours facile. Donc, il faut s'affirmer. Je me forme beaucoup pour essayer d'avoir beaucoup de matière quand je parle, en disant ça va compenser l'aspect un peu, on va dire, gamin que je représentais. Ouais. Ça passe. Mais encore une fois, je suis un peu en dessous de ce que je veux faire. Moi, j'ai plein d'idées. Je vais beaucoup en formation à l'époque. J'ai des formations qui se passent bien, mais d'autres où je me dis, waouh, j'apprends rien, c'est trop théorique, ça correspond pas à nos métiers, mais il me faut du pratique. Et là, déjà, j'imagine, je me dis, il faudrait qu'un jour, je puisse faire ça, mais je suis incapable de le faire parce que prendre la parole en public, créer des contenus, j'y pense, mais je le mets de côté en me disant ça sera pas possible en fait. Mais c'est que des années plus tard que ça s'est révélé. Mais tu l'as quand même en toi et tu sens qu'il y a en tout cas il y a des besoins parce que toi t'es à la demande et t'es à la recherche et donc tu sens qu'il y a des besoins. Et comment justement t'évolues dans ce métier? On dit souvent qu'un bon conseiller immobilier il lui faut un minimum de 3 ans pour être confirmé ou en tout cas avoir bien défini le métier. Justement, toi, comment t'as vécu justement cette transformation où t'es passé du jeune conseiller qui fait ses armes à la pige téléphonique, qui reste sûrement l'une des plus belles écoles, pour devenir un conseiller confirmé dans cette agence-là. Comment tu vis cette évolution et est-ce que c'est aussi simple que tu l'imaginais ou est-ce que tu as des difficultés à des endroits justement dans cette évolution? Il y a des difficultés. À l'époque, je me rappelle très bien être beaucoup plus à l'aise avec les acquéreurs parce que j'étais vraiment en mode chasseur immobilier, mais je m'aperçois que je perds beaucoup de temps dans les recherches, que c'est pas souvent des recherches exclusives, donc je me perds un peu dans tout ça. En même temps, le temps passe très très vite et effectivement, ces 3 premières années, c'est de l'apprentissage, mais finalement, je suis sur un rythme qui me plaît plutôt bien. J'ai la chance d'avoir un patron qui m'explique beaucoup de choses, qui est très pédagogue avec moi, même s'il est très exigeant sur l'organisation, enfin même, heureusement d'ailleurs, parce que dans nos métiers, c'est souvent ce qui manque. Donc j'apprends à être organisé malgré moi, parce que c'est pas du tout mon cas en fait. Au niveau organisation, c'est pas toujours évident. Voilà, j'apprends, tout passe très vite. Donc ces 3 premières années, elles se font naturellement. Et après, justement, après ces 3 ans, je trouve que je suis pas à ma place. Je suis dans une équipe où il y a beaucoup de collaborateurs et moi, je cherche quelque chose de plus feutré, de plus neutre. Donc, je rejoins une autre agence où là, je suis seul négociateur dans l'agence. Je découvre la gestion immobilière. Je vois d'autres métiers autour. Et à nouveau, je vais me former où là, je me dis, je suis très inspiré par des gens, des formateurs, des conférenciers qui sont pour moi très inspirants et je rêve d'être comme eux, quoi. En fait, je me dis, j'aimerais aussi pouvoir écrire, pouvoir parler en public. Et je commence à le faire. Un jour, c'est très curieux, la CCI, à l'époque Dijon-Bourgogne, recherche des intervenants pour venir expliquer le métier à des gens qui étaient en reconversion professionnelle. Okay. Et il fallait venir expliquer le métier de négociateur immobilier, en quoi ça consistait, les missions, etc. Et puis, il se trouve que j'y vais. Et là, je prends la parole en public pour la première fois. Donc, je suis un peu tétanisé, évidemment.
Mais ce qui fait peut-être la force, c'est d'avoir cette motivation en moi. Donc j'explique le métier et puis du coup tout va très vite. On me demande de revenir, de recréer un contenu. Donc ça démarre comme ça tout doucement. En fait, l'aventure de la formation professionnelle démarre comme ça parallèlement à la transaction. Et là, des avantages aussi que tu as, c'est que t'es complètement dedans. C'est-à-dire que c'est un métier que tu vis tous les jours passionnément. On en reparlera après, mais tu continues encore maintenant dans les laps de temps que tu arrives à trouver dans ton planning très chargé. Mais tu gardes ce lien quand même avec le métier, ce qui donne aussi des envies, et lorsqu'on forme, de comprendre ce qu'on vit au jour le jour doit intéresser aussi la personne qui est en face de nous. C'est ça. Donc ça change tout. Et donc tu fais ces premières formations-là, mais tu continues le métier en parallèle? Oui, bien sûr. C'est vraiment à peine 10% de mon activité. Je continue la formation et puis j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui cherche un manager. Donc là, nouveau métier, nouveau défi pour moi, puisqu'il faut gérer des gens, manager des humains, avec tout ce que ça comporte sur la bienveillance autour, sur l'accompagnement, sur tout ce besoin en fait d'être derrière les autres et les faire performer en étant moi-même producteur. L'exercice me plaît énormément. Voilà, là je m'éclate. J'ai quelqu'un qui me fait entièrement confiance, qui est un mentor pour moi parce que lui-même est un expérimenté top niveau. Donc je prends énormément de ses contenus. J'assiste parce que il fait beaucoup de conférences. C'est quelqu'un qui a été très demandé parce qu'il a été à la présidence de la FNIM. Il a vraiment compté énormément pour moi. Il compte toujours pour moi. C'est Jean-François Buet, que tu connais certainement. Oui. Et du coup, je manage son équipe. Donc je fais environ 10-15 ans de conseil immobilier et j'enchaîne après sur du management pendant une dizaine d'années. Et comment tu le vis justement ce côté manager? Parce que pour le coup là c'est plus mon expérience terrain qui va parler. Il y a beaucoup de très bons conseillers qui ne sont pas des très bons managers. Pour le coup ils espèrent franchir ce cap là et malheureusement ça peut être un échec assez cuisant. Comment justement tu fais cette transition où on a ce rôle de conseiller qui est un rôle quand même, j'aime bien dire que c'est un sport individuel dans un collectif, on a quand même ce côté très individualiste puisqu'on est payé à la commission, puisqu'il y a ce côté je joue pour moi entre guillemets, là où tu deviens manager, où tu dois produire toi et en même temps accompagner d'autres collaborateurs, comment justement tu t'acclimates à ça? Très naturellement, parce qu'en fait, pour moi, le management, c'est la transmission des connaissances et ça rejoint la formation que j'avais envie de faire. Donc, en fait, ce qui me plaît, c'est d'accompagner les négociateurs sur les terrains, de les former, même quand ils sont débutants, sur les bases du métier. Et je continue de produire parce que j'arrive à m'organiser dans la journée. Je travaille avec un réseau maintenant qui est construit autour de moi. J'ai des recos que je cultive régulièrement. Donc, je suis moins dans la recherche de nouveaux clients. Je travaille plus l'existant que je peux avoir à travers justement les recommandations, les ambassadeurs. Mais j'accompagne les nouveaux par rapport à ça. Et puis, à ce côté, qui me donne peut-être plus d'aisance aussi dans la façon de travailler, plus d'assurance par rapport au fait de transmettre. Mais du coup, effectivement, ça demande du temps parce que c'est chronophage. Ça paraît technique sur des questions d'ordre purement humain. Quelqu'un qui démarre, qui n'est pas sûr de lui. Donc, mais finalement, ça me plaît beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai une autre opportunité, c'est vraiment d'intégrer dans un premier temps l'école supérieure de l'immobilier en tant que formateur enseignant. Sur du contenu là très concret, et là l'idée c'est d'aller faire le tour de France, d'aller voir les professionnels qui ont besoin de se former dans le cadre de leur reconversion ou tout simplement d'un renouvellement de leur carte T. Ok, et donc là l'aventure démarre de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus intense sur la formation. C'est vraiment ce cap là qui se passe. Ce qui est bien dans ton parcours, c'est que tu gardes toujours ce lien avec ton premier métier qui est conseiller immobilier. Comment tu gères justement le fait de rajouter ces activités-là? Tu parlais d'organisation tout à l'heure qui n'était pas ton fort, mais là tu es obligé de t'organiser, je suppose. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est la question qu'on me pose tout le temps. Et c'est vrai que quand on me la pose et que je fais un peu le cumul de tout ce que je fais, je me dis oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais comment dire, ça se gère un peu naturellement. Je suis bien entouré. Ma femme s'occupe de mon planning, heureusement, mais je le fais longtemps à l'avance. Tout est programmé. Généralement, c'est pas du one shot du jour au lendemain. Donc ça s'intègre. Je dis pas que les journées sont courtes parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de trajets, il y a beaucoup d'orgas, mais ça se fait parce que je suis bien entouré. Voilà, parce que tout seul, c'est très compliqué de tout gérer. Et comme tu le dis, je mets un point d'honneur à continuer d'être sur le terrain. C'est mon premier métier. Et quand on écrit du contenu pour des professionnels, vivre ce qu'ils vivent à l'heure actuelle, c'est très important parce qu'on peut avoir fait ce métier longtemps, mais les méthodes ont changé. D'ailleurs, il y a 20 ans, on faisait pas comme ça. Puis dans 10 ans, on fera autrement. Et tant mieux d'ailleurs. L'idée, c'est de s'adapter à un marché qui change, à des mentalités qui évoluent et d'être le point central justement de cette réflexion. Et puis, le premier métier, c'est quand même ça. Moi, j'aime négocier.
j'aime vendre, j'aime convaincre un client de travailler avec moi en exclusivité alors qu'il voulait pas. J'aime faire un closing sur une négo qui est compliquée parce que c'est ancré en moi. Est-ce que c'est un besoin de le garder aussi pour toi dans ton épanouissement personnel? Ah oui, moi j'arrête pas là. J'ai d'autres projets qui arrivent et c'est super, mais je sais que j'aurai une partie encore terrain. Samedi, j'ai négocié une maison samedi matin, voilà, mais ça fait partie du truc. Alors forcément, plus du tout dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, ça représente peut-être à peine 20% de mon activité, mais c'est quand même là. Ouais. Et du coup, je m'inspire énormément des situations, des gens pour construire du contenu. Ah, mais je pense que c'est la base essentielle pour toute personne qui forme, anime, etc. Ce qui n'est pas le cas. Pour le coup, aujourd'hui, on connaît un peu le métier. Aujourd'hui, d'avoir ce lien avec le métier qui change tout le temps, c'est sûr, dans les dernières années, en 5 ans déjà, entre avant Covid, post-Covid et après Covid, il s'est passé beaucoup de choses, le marché a complètement changé. Comment t'en viens finalement parce qu'on voit cette évolution qui est assez... linéaire mais rapide puisque t'es conseiller, tu deviens manager, tu fais de la formation et tu commences à bouger. Comment la partie média vient à toi? Comment ça arrive? Est-ce que c'est toi qui vas la chercher? Est-ce que c'est naturel, on vient te chercher? Alors, comment ça se passe? Un peu des deux. La première partie, c'est plus le contenu médiatique, mais pour les journaux spécialisés. Okay. Je rencontre lors des différents événements de fin d'année, que ce soit le Rent ou les différents congrès, je rencontre des éditeurs qui voient que je fais de la formation et qui me demandent si je veux collaborer avec eux sur différents supports. Donc, ça commence comme ça. Donc, effectivement, là, il y a une médiatisation de l'information qui est donnée. Du coup, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble des réseaux où on m'appelle encore plus pour venir faire des interventions, donc ça c'est chouette. Et puis après la partie médiatique plus populaire, on va dire avec la télévision, c'est totalement par hasard. Il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, une émission est tournée dans ma ville et justement l'intervenant d'époque contacte des agents immobiliers locaux pour l'aider dans la recherche immobilière qu'il avait. L'émission c'est recherche appartement ou maison et du coup il y a des témoins, on appelle ça, des clients qui cherchent activement avec un cahier des charges et l'agent immobilier m'appelle comme il en appelle d'autres pour savoir si je peux l'aider. Et moi, je connais l'émission. Je trouve ça plutôt drôle de participer de loin à la recherche immobilière. Et donc, il se trouve que dans le cadre de ce tournage, je suis un peu en off de côté, mais je sélectionne les biens. La vente se fait avec un bien que j'ai trouvé dans la pige avec des gens qui voulaient ni de mandat ni de télé. Alors, je te dis pas le côté là, pour le coup, c'est de la vraie négo, mais c'est ça l'anecdote qui est drôle. Et ça se passe super bien et moi je dis mais c'est plutôt chouette comme aventure, je trouve ça fun, c'est-à-dire que on se prend pas la tête, ça pas pour autant qu'on est moins pro, mais je trouve ça, il y a un côté un peu léger qui me plaît bien, ça enlève tout le côté très lourd du côté institutionnel, des formations et tout ça, et je me dis c'est sympa à faire et je reste en contact avec la prod. Okay. Voilà, pendant quelques temps qui me dit effectivement on est plus ou moins, mais pas comme ça, on recherche un nouvel expert. Donc, je me dis pourquoi pas, je tente le casting et ça se fait comme ça, en fait. Voilà. Oh, okay. Et j'intègre l'équipe des experts d'M6 dans cette émission il y a un peu plus de 10 ans. Voilà. Et comment tu le vis? Parce que t'es pas destiné à faire de la télé au démarrage. Pas du tout, on nous apprend pas à en faire d'ailleurs, mais l'idée c'est d'être le plus naturel possible. Je le vis très très bien, je trouve ça très drôle à faire. Là, pour le coup, ça permet d'enlever encore tous les a priori qu'on peut avoir sur... je sais pas, la prise de parole ou aujourd'hui, ça me permet d'avoir une belle visibilité. Là, pour le coup, je suis pas du tout au courant de tout ce que ça va provoquer derrière. Je savais pas que ça pouvait avoir un impact quand même aussi fort parce que c'est très médiatisé, cette émission. Tout le monde en parle, pas toujours en bien, parce que là, le retour de la médaille, c'est ça. C'est que là, je me suis fait bien faucher par certains professionnels confrères qui m'ont assez, ça a été assez violent. Et tu as réagi comment justement à ça? Parce qu'on n'est jamais prêt. Je réagis pas, j'entends ce qu'ils me disent. Ils me disent que du coup, ma carrière en tant que, je tente les premières conférences, on me dit c'est mort parce que tu seras assimilé à une image trop populaire, voire pire. Et du coup, ça me travaille, mais pas plus que ça. Je dis, justement, moi, je pense qu'on peut avoir des contenus qui sont très pro, très formels, costard, cravate. Et puis, on peut avoir des contenus plus légers avec un public plus populaire. Et je me dis, on peut tout faire si on aime ce qu'on fait et peu importe ce que les gens pensent. De toute façon, je suis parti du principe, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, à partir de là, je fais ce qui me plaît. Je fais ce que j'ai envie et ça se passe plutôt bien. Les critiques, il y en a finalement très peu. Tout ce qui est public, c'est très bienveillant. Voilà, c'est juste un peu bizarre, mais ça se passe super bien. Et puis d'un point de vue business, c'est une autre visibilité. Pour la transaction, quand on est un agent local
un peu visible, bah forcément ça attire plus de prospects. Après il faut les transformer, mais c'est ça qui est bien aussi. Et justement là, dans tes multiples activités, forcément tu es obligé de faire des choix. Donc je crois que tu arrêtes d'être manager à un moment donné. Tout à fait. Parce que c'est plus possible. Injouable. C'est injouable. À un moment donné, il faut faire des choix parce qu'on peut pas être partout et on peut pas être bon partout. C'est surtout ça. Donc je me dis, moi je vais travailler de manière complètement indépendante maintenant sur la partie transaction. Je passe le bébé à un de mes collègues qui prend ma place sur la partie direction commerciale des équipes. Et moi je reste totalement indépendant et comme ça je fais ma transaction à mon rythme. Et là par contre je développe l'organisme de formation puisque là je passe sur la certification Calliope. J'ai des consultants qui viennent me rejoindre au sein de l'organisme et qui ont chacun des spécificités de formation que moi, je ne suis pas capable de faire, que ce soit sur la partie juridique ou plus technique comme les DPE, loi climat, etc. Et du coup, voilà, avec une petite équipe, on essaie de couvrir un marché et de répondre en tout cas aux besoins des pros. Et moi, je continue toutes les formations techniques de vente. Je crée du contenu ou le contenu que j'ai, je l'améliore en fonction de l'actu. Et j'ai la chance aussi de faire de très, très belles rencontres. Et je fais cette enquête sur les meilleurs commerciaux en immobilier il y a quelques années. Pendant le Covid, on a plus de temps parce que moins de déplacements et à chaque fois, j'avais cette question, à ton avis, comment on fait pour être le meilleur? Et je dis, je sais pas, j'ai pas la réponse. Et je me suis dit, c'est quand même, ça revient tout le temps le sujet. Donc, je me suis rapproché de mon partenaire Opinion System et qui, eux, ils sont aussi sur l'analyse. On est allé à la rencontre, on a fait une grande enquête pour savoir quels étaient les meilleurs conseillers immobiliers de France et puis on est allé les rencontrer, on les a interviewés et on voulait trouver des gens sur toute la France. On voulait pas que des secteurs spécifiques. Et on est parti d'un certain chiffre d'affaires pour avoir quelque chose de très concret. Et là, on a extrait une méthode, en fait, qui nous a permis de voir qu'il y avait une certaine corrélation entre la performance et les résultats et comment ils travaillaient. Et ça, c'était exceptionnel parce que ça m'a ouvert les portes d'encore plus de champs où là, on l'a distribué sous forme de conférences. Je crois qu'on en est à plus de 60 conférences maintenant avec ce sujet-là. Okay. Parce que ça intéresse les gens, parce que c'est concret, parce que c'est du terrain, parce que c'est des remontées. C'est pas que des stats, en fait. On sait que ceux qui réussissent font comme ça. Donc nous, on le donne à notre sauce, c'est-à-dire qu'en plus, on agrémente d'anecdotes. Et du coup, ça fait un mélange assez sympa. Donc, ça se time plutôt bien entre l'arrêt de la direction commerciale, la création de contenus plus spécifiques, le développement des conférences, tout ça est bien timé. Il y a quelque chose qui revient assez souvent. Moi, je le vois dans l'immobilier. Toi, on voit que c'est très diversifié. Il y a la lassitude qui existe à un moment donné de refaire tout le temps les mêmes choses, de représenter tout le temps les mêmes choses. Ça peut être le cas dans la formation. Tu le dis, tu changes les contenus, etc. T'as jamais eu justement ce sentiment et cette peur ou même de l'avoir peut-être vécu une fois en te disant je commence à m'emmerder un peu, je tourne un peu en rond sur tel sujet et je commence à être moins bon. Bien évidemment, c'est pour ça que je me renouvelle tout le temps et je pense que je suis toujours à la recherche de nouveaux défis par rapport à ça, que ce soit justement sur des contenus ou même une variation, on va dire, du secteur en lui-même. Après, il y a aussi un élément intéressant, c'est que même si c'est le fond est le même, la forme n'est pas la même. C'est jamais le même public, les besoins ne sont pas les mêmes. On peut avoir affaire à des débutants, à des confirmés, des gens en reconversion qui n'ont pas les mêmes attentes. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va pouvoir s'adapter. Et puis, faut être curieux. En fait, faut savoir là où est la demande actuellement. Je veux dire, en fonction de ce que la demande est, on va proposer le contenu adapté. Donc, en essayant d'avoir le moins de décalage possible pour répondre tout de suite et d'anticiper. Moi, j'ai toujours été en me disant, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Sur quoi, en fait, on peut accompagner les pros là tout de suite et de créer rapidement un contenu qui soit pertinent par rapport à la demande actuelle pour justement essayer de pas être sur de la redondance, sur de déjà vu et que ce soit hyper réactif. Néanmoins, on s'aperçoit avec le temps que les basiques, les fondamentaux sont tellement d'actualité. En fait, il faut juste les mettre à la sauce actuelle dans laquelle on est. Parce que dès qu'on passe un peu en mode expertise sur un sujet, ça n'intéresse qu'une toute petite partie de la population. En revanche, les grands classiques... Moi, le thème du mandat exclusif, je l'ai fait 3000 fois, j'en sais rien, mais en fait, je peux le refaire encore, il y aura toujours de la demande. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y aura toujours
quelques nouveaux tips en fonction de l'actu, en fonction de ce qui se passe. Même si le fond est le même, en fait, on va toujours graduer ça de manière un petit peu différente sur les personnes, sur les individus, sur les attentes. Et les basiques, là, actuellement, n'ont jamais été aussi actuels, en fait. Ouais, c'est clair. Et dans ton accompagnement, parce que je sais que tu fais beaucoup de formations, tu l'as dit, tu as passé la certification Calliope, qui est pas la plus simple à passer. Quel beau parcours en France sur la Calliope. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose aussi qui te tient à cœur, c'est que tu accompagnes sur le terrain, c'est-à-dire que tu vas dans les agences. Donc là, on va plus parler de coaching, pour le coup. Ça, c'est nouveau, entre guillemets. Ça doit faire à peu près 5 ans. Là, on est vraiment sur du coaching, de l'accompagnement de terrain. On est sur du consulting. Et c'est un autre métier, puisque là, on n'est pas juste le sachant qui va délivrer une info sur une journée. On est vraiment en plus sur le long terme, puisque les gens que je vais aller voir, je les suis pendant des années, puisque c'est des structures plus ou moins importantes, avec un besoin. Ça peut être une formation managériale, une formation commerciale pour les collaborateurs, mais avec cette présence active, moi, sur le terrain, où j'arrive en tant qu'auditeur pour regarder les points perfectibles, encourager justement les points forts et faire en sorte de constater ce qui va pas, parce qu'on peut parler avec quelqu'un, mais on va se rendre compte de la difficulté qu'il peut rencontrer quand on est avec lui sur le terrain. Et là, ça change tout. Et c'est très intéressant culturellement et socialement parlant de voir justement comment mettre en place un projet d'accompagnement spécifique en fonction d'un besoin. Voilà. Et ça, j'ai la chance de le faire maintenant depuis 5 ans dans diverses enseignes où tous les mois, en fait, j'ai une récurrence de visite avec eux. Et comment justement ces agences ou comment toi, tu les sélectionnes? Comment cette collaboration se met en place? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense à un groupe qui m'a contacté pendant le Covid et qui m'a expliqué sa démarche. Aujourd'hui, ils étaient quand même sur un certain bon niveau de chiffre d'affaires, mais ils avaient toujours cette ambition de rester bons et de ne pas se contenter des acquis qu'ils pouvaient avoir. Donc l'idée de me dire, est-ce que déjà je peux les aider? Moi, c'est la question que je me pose aussi, parce que quand je vois leur niveau de compétence, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Puis on se rend compte que même avec des gens très compétents, il manque parfois peut-être des déclencheurs qui font que même si c'est très bien aujourd'hui, on peut faire plus, on peut faire mieux. Pas forcément plus, mais on peut faire mieux. On peut gagner du temps, on peut gagner de l'énergie, on peut gagner vraiment sur plein de domaines. Et là, justement, c'est d'abord une discussion qu'on va avoir entre un gérant et moi sur les attentes. Aujourd'hui, quand les gens m'appellent, je m'aperçois que ça va pas le faire pour différentes raisons par rapport au fonctionnement. Donc, ça s'arrête là. Et au contraire, avec des gens qui ont justement cette croissance qui est déjà bien déterminée, on va mettre en place un plan d'action spécifique en fonction de la population, en fonction des segments de négociateurs, de leur âge, de leur performance. Et ça, c'est top. Mais c'est vraiment une discussion, c'est un échange qu'on va avoir. Toi, tu me dis, Romain, voilà ma problématique aujourd'hui, est-ce que tu peux y répondre? Et à la fin de l'entretien, je vais dire, non, parce que d'une part, c'est pas mon domaine, puis d'autre part, par rapport à ce que moi je mets en place, ça semble pas correspondre à ton mode de fonctionnement, donc ça s'arrête là. Puis au contraire, en fonction de ce que tu viens me dire, là, on va mettre en place une action à plus ou moins long terme. Ça peut être un one-shot s'il y a besoin que d'une fois. Puis au contraire, selon l'équipe, ça peut être quelque chose de plus important. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance, je me suis formé aussi sur la partie marketing, etc. Donc, il y a toute la partie technique, mais il y a tout ce qui entoure nos métiers sur la visibilité, la communication, le marketing, etc. Et ça, c'est génial parce que c'est sans fin, en fait. Ouais, et là, tu vas m'emmener sur un sujet, justement, pour le coup, c'est qu'aujourd'hui, je le disais au démarrage, l'immobilier est sûrement l'un des secteurs numéro 1 de la reconversion professionnelle. Et on voit beaucoup de gens, notamment du fait de l'arrivée de l'émission de Stéphane Plaza sur M6, s'intéresser au métier et le voir d'une manière différente. Ça a vulgarisé un peu le métier. Aujourd'hui, on voit plein de profils différents arriver, des gens qui viennent de la communication, du marketing, etc. Et en fait, ils sont aussi compétents que quelqu'un qui avait fait de l'immobilier parce qu'ils amènent des qualités nouvelles. Toi, comment tu vois ça extérieurement par rapport à, on entend beaucoup, parce qu'il y a quand même les mandataires qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui. On entend beaucoup de gens dire oui, mais ils faisaient pas d'immobilier, ils font pas d'immobilier, ils ont pas été formés, ça avait pas. Bref, comment toi tu vis cette chose-là et justement ce changement un peu, on va dire ce mix de mélange entre les agences, les mandataires, les indépendants, bref, tout ce mix qui se crée aujourd'hui?
De toute façon, il est inéluctable, on peut pas l'arrêter et c'est très bien d'ailleurs, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on accepte de travailler en collaboration avec quelqu'un, avec des vrais projets de vie. Je pense que la formation est initiale, évidemment, elle est obligatoire, il y a de la reconversion pour tout le monde. Alors tout le monde n'est pas fait pour ce métier, mais justement, laissons-leur l'opportunité de découvrir ce métier pour voir si ça peut leur correspondre. Et moi, j'ai des exemples de reconversion absolument incroyable, notamment dans l'enquête dont je te parlais, où j'ai rencontré des gens qui, au bout de 3 à 4 années d'activité, étaient capables de sortir un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 euros de production, alors qu'ils venaient d'univers totalement différents. J'ai des reconversions exceptionnelles, des gens qui viennent de l'hôtellerie. Tous les métiers de service, en général, sont bienvenus parce qu'il y a ce sens du client qui est très, très fort. Et on se rend compte qu'en fait, il y a très peu de non-profils pour ce métier. S'ils sont bien accompagnés, si on leur explique le métier, si on les forme et si on leur donne la chance de s'épanouir. C'est-à-dire que je dis toujours step by step. C'est pas du jour au lendemain que le résultat va être là. Donc, ça se fait par étapes. Mais si tout le monde est motivé, collaborateur comme manager, on peut faire de très belles choses. Et oui, ce métier évolue. Il y a différentes formes aujourd'hui, hybrides, d'indépendants, de structures, de réseaux, de franchisés. Et c'est très bien. Chacun doit se retrouver, client comme collaborateur, dans l'enseigne qui lui plaira, en fonction de son âge, en fonction de son expérience. Et c'est très bien que ce soit comme ça. Et il y a un dénominateur commun quand même à tous ces profils-là, c'est le profil d'agent immobilier. On sait que c'est un profil qui est avec beaucoup d'a priori extérieurs. Voilà, c'est un métier où on prend beaucoup d'argent, on porte des clés et on a ce petit côté escroquerie. C'est totalement vrai. Donc on se bagarre tous les jours pour l'enlever, cette fameuse étiquette. Justement, la communication, et tu parlais du marketing, est ultra importante. Oui. Comment toi tu vois les choses et qu'est-ce qu'on peut apporter là-dessus? Très clairement, ça fait des années que j'ai un discours vraiment très ancré là-dessus. Effectivement, l'image qu'on peut renvoyer, même aujourd'hui, quand on est sur une capacité de transaction aussi forte, elle est négative. C'est-à-dire, elle n'est pas forcément négative, mais en tout cas, elle est très légère. Il y a le côté facile qui revient toujours, tu l'as dit, métier facile, argent facile. Et on se rend compte que c'est tout sauf facile, puisque surtout dans un marché qui se régule, il faut être ultra professionnalisé, il faut avoir les bons outils qui vaut bien. Mais cette image, c'est en partie notre faute. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a jamais dit le contraire et on n'utilisait pas les outils de communication pour dire voilà ce que c'est qu'une transaction immobilière. Moi, vous voyez, ça commençait dans les factures d'honoraires qu'on faisait aux clients. On expliquait dans la facture tout le déroulé d'une transaction avec les outils marketing mis en place, l'accompagnement, alors que la plupart des factures, c'était juste un nom, une adresse et des honoraires. Je veux dire, quelqu'un qui connaît pas notre métier va dire ah ouais, 10 000 d'un coup, c'est pas mal. Donc, si on explique les choses, ça va bien. Tu sais, si on regarde nos confrères anglo-saxons aux États-Unis, real estate agent, il est considéré comme l'agent de famille. On va le voir, même si on peut vendre tout seul, on le fait pas parce qu'il y a une connaissance. Ce sont des pros qui savent de quoi ils parlent. En France, c'est toujours un peu, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un agent immobilier pour vendre? La réponse, c'est oui, mais encore faut-il savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va amener comme plus-value. Et le rôle principal aujourd'hui, c'est la communication. C'est de raconter ce que c'est qu'une transaction immobilière, toutes les étapes aujourd'hui indispensables, surtout dans le marché qu'on connaît, sur le point de départ, sur l'avis de valeur, la communication, la commercialisation, l'accompagnement. Le savoir-faire aujourd'hui du professionnel n'est pas assez reconnu parce qu'on ne l'a pas assez expliqué. Je ne peux que partager à 3000% ce que tu dis. Non, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une vraie méconnaissance tout simplement du métier, mais qui est liée bien évidemment à tous les professionnels de l'immobilier au sens large du terme qui communiquent entre eux et qui ont eu du mal à aller vers l'extérieur et justement expliquer ce qu'ils font réellement et qui ils sont aussi réellement. La plupart du temps, on ne nous connaît pas. Exactement. Toi, dans toutes ces activités, on voit que ça t'a évolué, il fait plein de choses. Comment tu vois la suite pour toi? Toujours en étant conseiller ou tu as des rêves, des envies, des choses sur lesquelles tu te dis j'aimerais bien aller là-dessus ou pousser le curseur à cet endroit-là parce que ça me passionne ou j'en sais rien. Ouais, la difficulté, c'est que j'ai des idées tous les jours. Donc après, il va falloir structurer et aller à l'essentiel et prioriser. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire moins de choses, mais de les faire mieux. De choisir les vraies personnes avec lesquelles je vais m'engager, mais sur le long terme. J'ai plus envie de faire du one-shot, même si ça m'a beaucoup plu à un moment donné. Je vais limiter aussi mes déplacements. Je veux que ce soit plus concret. Je veux travailler dans le temps. Et j'ai pas mal d'autres projets auxquels je crois parce que je pense qu'on n'a pas tout exploré.
Moi, je crois au terrain, de l'accompagnement, justement, sur ce consulting. J'ai envie d'avoir ce rôle un peu plus formel là-dessus. J'écris encore pas mal de choses là sur la suite dont je te parlais de l'enquête, parce que le mode conférence me va bien. J'aime aller à la rencontre des gens sur un public très large, mais très court dans la durée. Derrière, ça permet de se revoir si certains ont de l'appétence pour ce que j'ai dit, sur de la formation plus traditionnelle, plus classique. Voilà, faire moins de choses, mais les faire avec des gens plus ciblés, avec lesquels il va y avoir un long terme à partager. On arrive vers la fin de l'épisode, je vais te poser une dernière question. Souvent, les gens qui sont dans l'émission ont eu une reconversion professionnelle ou ont un lien avec ce métier-là. Là, ce que je vais te poser comme question, c'est une personne qui nous regarde, l'immobilier, on sait que ça intéresse beaucoup de personnes. Quel conseil tu donnerais justement à cette personne-là qui n'ose pas se lancer, de venir dans l'immobilier et pourquoi, qu'est-ce qu'il va y trouver? En fait, l'immobilier est un métier de proximité. Je trouve que notre rôle, c'est ça, c'est de rapprocher des gens qui ont deux projets. Il y en a un qui veut vendre, l'autre qui veut acheter, et de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, et financièrement et moralement, parce que ça peut être compliqué, un parcours immobilier, même quand c'est pour une affaire plutôt heureuse. Donc je pense que ces gens qui s'interrogent doivent venir en immersion, pourquoi pas rencontrer des gens et voir effectivement ce qu'est le métier. C'est pas juste prendre des clés, un tableau, ouvrir une porte, voir tout ce que ça comporte avec les compétences aujourd'hui qu'on doit avoir, que ce soit des compétences basiques, théoriques, juridiques, et puis cette appétence commerciale. La curiosité est de mise dans tout ce qu'on fait. Donc la première chose à faire, c'est d'être curieux et d'aller se renseigner dans des structures et de voir comment se comporte justement ce marché de A à Z avec des clients qui au départ voulaient peut-être pas de nous, et de s'inspirer aussi des autres, de voir comment on fait les meilleurs, et de voir aussi des gens qui ont été eux-mêmes en reconversion. On parle tous d'expérience client dans nos métiers. Ça peut être le bon exemple pour quelqu'un qui veut se reconvertir, de vivre l'expérience d'une personne qui était dans la même situation qu'elle. Je pense que c'est le mot de la fin pour le coup. Merci beaucoup Romain. Merci pour ton invitation Julien. Et merci à toi pour le partage d'expérience, et puis on se dit à très vite. À très vite, merci. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec Romain Cartier aura nourri tes réflexions et donné l'envie de te lancer dans l'immobilier. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Encore une fois, j'ai parlé de moi, mais finalement je suis revenu sur certains points que j'ai pas eu l'occasion d'évoquer. Donc voilà, un côté un peu feutré, comme ça, un peu en huis clos, j'adore. Soyez curieux les amis, allez voir ce qui se passe dans les agences, dans les structures, dans les réseaux. Regardez si ce métier peut vous convenir en allant directement dans l'immersion. Prenez la température auprès des professionnels qui se sont eux-mêmes reconvertis. Voyez si vous avez de l'appétence avec ce métier. Et puis soyez convaincus d'une chose, quand on est motivé, on peut faire énormément et le résultat arrivera toujours quand on travaille.